Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, le PPACI, va nous offrir aujourd'hui une intervention chirurgicale du secrétaire général Damana Adjapikas sur le panafricanisme. Il est important d'écouter cette intervention, mais surtout de comprendre aussi le message qui se passe derrière. Aujourd'hui, en Afrique, que vous le voulez ou que vous ne le voulez pas, que vous l'acceptez ou pas, une révolution est en marche. Et beaucoup de pays africains sont en train d'avancer vers une nouvelle horizon qui est l'indépendance véritable, la souveraineté et la véritable démocratie. Parce que tout ceci viendra à travers un changement d'abord des constitutions anciennes qui ont été héritées après l'esclavage, après la colonisation, après toutes les méchancetés qui ont été commises en Afrique par les Occidentaux. Et donc, cette nouvelle version d'Africains qui arrive avec pour seul but coup d'État pour faire renverser des dictateurs, vient donc avec un nouveau souffle. Et il ne faut pas qu'un pays soit en reste. Et donc, voilà pourquoi vous allez voir qu'au PPACI, on fait déjà des conférences pour toujours et encore parler du panafricanisme. Pour ceux qui ont souvent pris ça pour la blague et qui n'ont jamais compris que le président Laurent Gbagbo a toujours mené une politique qui visait à rassembler tous les Africains. Une politique qui visait à avoir une véritable union africaine qui pouvait se battre pour le bien de tous les Africains. Mais plus des trucs comme la CEDEAO, l'Union africaine, qui sont inféodés par des dictateurs qui finissent par prendre la CEDEAO comme un conglomérat d'amis pour pouvoir s'éterniser au pouvoir. Au point où la CEDEAO, qui était là pour les problèmes économiques, est devenue, c'est-à-dire le FBI. Ceux-là qui doivent sanctionner militairement des pays qui ont fait des coups d'État. Ceux-là qui doivent dire qui est légitime et qui n'est plus légitime. Et ça a donc tué la confiance que tous les peuples avaient en cette institution. Et donc, on doit se retourner aujourd'hui vers la volonté de ceux qui essayent. Et parmi ceux-là, vous avez le Mali, le Burkina, aujourd'hui le Niger, la Guinée, qui nous demandent qu'ils ont envie d'apporter quelque chose de nouveau. Et dans cette chose nouvelle, il faut donc que tous les pays démontrent qu'eux aussi ils ont envie de suivre cette posture-là. Au moins, on va comprendre que ce n'est pas parce que M. Ouattara est le président aujourd'hui de la Côte d'Ivoire qu'on doit simplement penser que les Ivoiriens ne suivent pas la même logique. Les Ivoiriens suivent la même logique. Seulement le leader du pays actuel, c'est-à-dire celui qui est président de la République aujourd'hui, c'est lui qui ne suit pas la même logique. Il suit une logique différente. Celle de la soumission pour l'enrichissement d'un seul clan, de quelques individus, au détriment de toute une nation, qui, elle, pourtant, dans le fond, a besoin de ce panafricanisme que même le président Félix Houphouët-Boigny rêvait déjà avant de mourir. Dans ces derniers jours, il rêvait de cette Afrique-là. Et voilà pourquoi il mettait en garde les Occidentaux, en leur disant que viendra cette époque où une autre génération voudra faire les choses de manière différente. Nous sommes donc dans cette génération. Et il faut donc comprendre pourquoi le PPACI prend position. Ils viendront au pouvoir en 2025. Et pour ça, il faut dès à présent montrer leur position. Là-dessus, écoutons le secrétaire général du PPACI, Damana Adjapikas. Vous remercier de nous donner le temps de parler du panafricanisme. Saluer Excellence Kone Boubacar et à tous les rendez-vous importants. C'est notre doyen, c'est notre aîné. Et je salue sa présence ici, mais pas une présence supplémentaire. Je salue l'honorable Séhi Gaspard. Séhi Gaspard, grand homme d'État, grand serviteur, grand commis de l'État. Il est aujourd'hui une figure emblématique du Parti des peuples africains. Il est député à l'Assemblée nationale. Il est grand collaborateur du président Laurent Gbagbo. Je voudrais honorer sa présence ici. Merci beaucoup.
remercier Faye Bourandi, notre secrétaire national technique, toujours à la pointe du combat, inlassable, infatigable. Après 2 millions de jeunes filles pour Babo, elle est maintenant membre de la direction du Parti des peuples africains. Et puis, elle ne sait pas s'arrêter. Parce que le combat continue et elle continue d'avancer. Elle est au cœur du mouvement. Et je voudrais vraiment lui adresser une fière chandelle et lui souhaiter une très bonne continuation. Je salue une autre grande dame, oui, du Chéri Balé. Oui. Elle a commencé à donner au combat un visage au combat des femmes, un visage féminin au combat des femmes. Et elle est sur la bonne voie. Elle est sur la bonne voie. Elle est en train de s'inscrire dans le cadre de ces grandes combattantes qui ont marqué l'histoire. Et toutes ces épreuves qu'elle traverse, toutes ces difficultés qu'elle affronte, mais avec une extrême dignité, une extrême droiture, lui garantissent vraiment un avenir meilleur. Je voudrais vraiment la saluer et l'encourager dans ce combat. Ce n'est pas un combat facile, mais c'est parce qu'il n'est pas facile qu'il mérite qu'on le mène. Donc bravo à toi camarade et puis merci d'être là. Merci également au premier secrétaire général adjoint du Parti des peuples africains, qui est, je crois, le conférencier attitré de ce panel. Je voudrais le saluer. C'est un garçon, un camarade plein de talent, c'est un camarade plein de détermination, de courage, et qui a animé une conviction sans faille. Je le connais, c'est pourquoi j'ai dit cela de lui. Et donc, il est un atout pour le combat dans lequel nous sommes engagés. Donc, je voudrais le saluer. Et puis, saluer un de nos doyens aussi qui est assis là, qui est depuis à ma gauche. À ma gauche, ils sont infatigables. Le docteur Doucia. Merci pour ta présence. Merci à tous les camarades. Boutignac, merci beaucoup. Merci à Naboutou. Merci à vous tous qui êtes là. Nous sommes réunis cet après-midi pour parler du panafricanisme. Je ne vais pas en dire long. Je vais dire seulement quelques mots. Le panafricanisme, il est né dans la difficulté. Le panafricanisme est né dans la déshumanisation des Africains. Le panafricanisme est né dans les cadres de ces gros navires négriers qui transportaient nos ancêtres depuis l'Afrique jusqu'aux Amériques, c'est-à-dire très très loin de leur terre natale. Et c'est dans ces cadres-là où ils étaient entassés comme des ordures, voilà, sens dessus, sens dessous, où beaucoup perdaient la vie en haute mer, mais où ils étaient obligés de communiquer malgré le fait qu'ils n'avaient pas la même origine, je dirais, de la nation ou bien de l'ethnie, mais parce qu'ils avaient cette communauté de destin. Il y avait comme dans ces navires ghanéens des Nigérians, des Béninois, des Ivoiriens. Et la face la plus hideuse de cette aventure se situe à Ouida, au Bénin. Quand vous y allez, il y a un fort là-bas. Voilà. Je crois qu'on l'appelait
il y a l'entrée du nord-retour, c'est-à-dire que quand vous empruntez cette entrée-là, ce n'est pas évident que vous revenez. Donc il y avait Ouida, il y avait le fort de Kepos au Ghana, voilà, il y avait l'île de Gorée au Sénégal. Et donc, c'est là qu'est parti le panafricanisme. Et donc le panafricanisme dont nous parlons n'est rien d'autre que la restitution de notre dignité. La restitution, notre restauration en tant que membre à part entière de la communauté humaine. Voilà ce que révèle le panafricanisme. Beaucoup d'hommes ont tenté ce combat pour la restitution de notre dignité. Il y a eu Patrice Lumumba, il y a eu Olympio, il y a eu Kwame Nkrumah, il y a eu Modibo Keïta, Amilcar Cabral, on les a cités tout à l'heure, mais ils ont connu une communauté de destin. On les a tous liquidés. Ils sont morts. Mais pourquoi c'est eux qui sont morts? C'est pas parce que ceux qui les ont tués sont des meurtriers, des simples assassins de guerre. Non. C'était des assassinats ciblés, avec des objectifs très précis. C'est-à-dire dissuader, encourager, enlever la langue aux Africains de se battre pour la restitution de leur dignité. Et à chaque fois qu'on tuait un de ces leaders, le combat venait de l'État. À chaque fois qu'on assassinait un de ces leaders, l'objectif prenait du l'État et prenait du plomb dans l'air. Jusqu'à ce que un fils de l'Afrique digne se lève. Au début, il a commencé une marche. Très peu de personnes ne prenaient au sérieux. Il a connu toutes sortes de persécutions dans ce pays. Il a connu l'exil. Il a connu la prison. Et puis, il a continué ce combat. Il a évité plusieurs pièges, dont la corruption. Il a continué ce combat. Et puis, en octobre 2000, à la surprise du général de tous, il a accédé à la magistrature suprême de ce pays. Je vais vous parler du président Laurent Gbagbo. L'arrivée de Laurent Gbagbo à la tête de la Côte d'Ivoire a été un tournant important dans le panafricanisme tel que nous le vivons aujourd'hui. Ça a été un événement majeur. Et donc, Gbagbo, à la tête de la Côte d'Ivoire, il a commencé à imprimer une autre mentalité, une autre gouvernance, une autre façon de gérer. Vous vous souvenez, avec moi, du budget sécurisé. Pour la première fois, la Côte d'Ivoire apprenait à vivre sans aide extérieure. Pour la première fois, les prix de nos matières premières, on essaie des prix exorbitants. On s'est dit, nos ennemis ont dit, attention à ce gars, attention à ce monsieur. Et c'est pourquoi il n'a fait que 20 mois à la tête de ce pays. Je dis bien 20 mois. Laurent Gbagbo a dirigé ce pays en tout et pour tout que pendant 20 mois. Puisque du 26 octobre, je crois bien, là dans la guerre du Bel Serment, il est stoppé dans sa marche le 19 septembre 2002 par les arrière-petits-fils de ceux qui ont déporté nos aïeux, par les mêmes. Et depuis, s'il a commencé à s'instaurer même combat. Gbagbo a été arrêté en 2011, il a été déporté. Comme certains leaders panafricanistes ont été déportés à l'époque.
Il est parti, c'était pour le pays de rivière. Mais Gbagbo est parti et puis il est revenu. Et comme il le dit lui-même, je suis parti ivoirien à La Haye et j'en suis revenu africain. J'en suis revenu africain. Parce que toute l'Afrique s'est mobilisée, toute l'Afrique s'est levée et toute l'Afrique s'est pressée pour ne pas que Gbagbo subisse le sort des Kwame Nkrumah, des Lumumba et autres. Et Gbagbo étant revenu, ça a donné du reggae au panafricanisme. Ça a donné de la vitalité au panafricanisme. Et c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui cette prise de conscience. Mais cette prise de conscience est tirée de l'expérience de Laurent Gbagbo. Que ce soit au Gabon, que ce soit au Congo, que ce soit en Centrafrique. La prise de conscience est tirée de l'expérience de Laurent Gbagbo. Et il a dit même l'Afrique ne peut plus être comme avant. Et vous ne pouvez plus continuer à soumettre l'Afrique parce que ceux qui pensent comme moi sont de plus en plus nombreux. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voyez autour de nous, les peuples sont en lutte. Et les peuples se libèrent des liens coloniaux, des liens esclavagistes. C'est comme ça qu'il faut percevoir les événements chez nous autour de nous. Oui, il y a l'intervention des militaires, mais les coups d'État auxquels nous assistons ne sont pas des coups d'État classiques. Ce ne sont pas des coups d'État banals. Ce sont des coups d'État qui sont toujours précédés de mouvements populaires. Ce sont des mouvements populaires que l'enclenche les déclenche. Et puis, les auteurs de ces coups-là, si vous le remarquez, ils viennent des héros nationaux. Ils ont le soutien des populations. Et généralement, ils font ces coups-là sans effusion de sang. Sans effusion de sang. Et puis, ils ont le soutien. Toute la population, regardez, et vous verrez de quoi je parle. Nous sommes donc en lutte. Nous sommes donc en lutte. Nous, les panafricanistes, nous sommes en lutte. Nous sommes en lutte pour la restauration de notre dignité, de notre liberté. Parce que la condition première, la condition sine qua non du développement, c'est la liberté. Quand vous n'êtes pas libre, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas vous exprimer tant que vous n'êtes pas libre. Donc le premier acte du développement, il faut que nous soyons libres. Libres des instruments de pensée. Libres des pensées. Libres de nous orienter là où nous pouvons aller. Or, aujourd'hui, nous n'avons pas cette liberté. Et c'est pour cette liberté-là que nous nous partons. Que nous nous sommes tenus pas. Et que nous nous partons aujourd'hui encore une fois ici. Où les libertés sont en train de réguler. Les libertés sont en train d'être piétinées. Et nous avons un combat, nous, panafricanistes, ivoiriens surtout, nous avons un combat contre une dictature qui est rampante, contre une dictature qui n'a pas de visage, mais qui est méchante et humaine. Nous avons à nous dresser, à nous lever. Et ce dont je parle, ce n'est même pas dans le long terme, ce n'est pas dans le moyen terme, mais ce combat il est devant nous, dans les jours qui arrivent, dans les semaines qui arrivent. Il faut que nous tirions ensemble les leçons de cette parodie électorale, les leçons de cette escroquerie politique, les leçons de ce scrutin qui n'est scrutin que de nom. Mais dans la réalité, tout était privé, tout était joué d'avance. Et personne ne pouvait relever la tête en ce qui concerne l'opposition. Donc nous n'avons pas assisté à un scrutin, nous avons assisté à un hors-d'œuvre pour montrer à l'opinion qu'il y a un parti qui est puissant, un parti qui contrôle, mais un seul parti ne peut pas contrôler tout un État, un seul parti ne peut pas contrôler tout un pays, toutes les régions. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas la première fois qu'on va aux élections. Et le parti qui dirige la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce n'est pas le premier parti à diriger la Côte d'Ivoire. Voilà, donc on ne peut pas aujourd'hui, dans une ère multipartisane, multipartite, dire qu'il y a un parti qui contrôle l'ensemble
puissant de totalité des régions de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui encore, il vient y avoir des élections sénatoriales et il contrôle tout le Sénat. Il contrôle, mais c'est le prototype des partis de dictature contre lequel nous devons prendre la période de démocratie. Donc, camarades, l'heure n'est pas trop à la parole. L'heure n'est plus à la parole. L'heure est aux actes. L'heure est aux actes. Et il faut que nous montrions que nous sommes des hommes, des femmes, dignes et capables de relever le défi qui se dresse devant nous. Merci beaucoup et j'espère que cette conférence va nous donner des éléments, des orientations claires pour que dans les jours à venir, nous puissions appeler la population à une mobilisation exemplaire pour faire face, pour faire preuve. Que Dieu vous bénisse.